Bien, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par procéder à l'appel. Monsieur Xavier Lédé est présent. Madame Marie-Hélène Bernier est absente et a laissé procuration à Bettina Cointre. Monsieur Francis Matignon. Présent. Madame Marie-Angèle Aubin. Présente. Madame Alexandra Quetel. Présente. Monsieur Maxime Dessouches. Présent. Madame Bettina Cointre. Présente. Madame Pascale Minaro est absente et a laissé procuration à Maxime Dessouches. Monsieur David Blanchard. Présent. Madame Mélissa Leik. Présente. Monsieur Olivier Gréau. Présent. Monsieur Dimitri Lédé. Présent. Monsieur Jonas Brun. Présent. Monsieur Fabrice Quérard. Présent. Madame Micheline Jacques. Présente. Monsieur Rudy Laplace. Présent. Madame Cécile Tessier. Présente. Monsieur Sylvain Gréau. Présent. Et Madame Diana Bourrel. Présente. Bien, donc, le quorum est atteint et nous pouvons donc délibérer. Il faut d'abord procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Est-ce que nous avons un ou une volontaire? Francius. Pas d'autres candidats? Donc si c'est bon pour tout le monde, Francius Matignon, secrétaire de séance. Donc le CSCE a été saisi le 23 janvier 2026. Alors, ils n'ont pas émis d'amis, cependant on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avec eux et notamment à la demande du président d'envoyer une série d'éléments aux différentes instances qui ont travaillé sur le sujet, sur lesquels évidemment nous n'avons pas eu de retour pour le moment. On vient de recevoir un avis. Ben, c'est un peu de chose pour les services, mais bon. On regardera pour le communiquer et le mettre sur les réseaux et que tout le monde soit informé. Alors, donc tout d'abord, il nous faut procéder à l'approbation de la procédure d'urgence. Donc, il a été fait cette convocation du Conseil territorial. Pour reprendre un petit peu l'historique, ça fait plusieurs mois que le travail est en cours, parce que nous avons une convention cadre sur l'énergie avec l'État et donc signée par la préfecture, qui cadre un certain nombre d'éléments, et notamment la péréquation entre Saint-Barthélemy et l'État pour maintenir le tarif de l'électricité sur Saint-Barth. Il y a eu plusieurs prolongations pendant ces travaux, et il était prévu que nous puissions aller jusqu'au 31 mars pour signer cette convention. Néanmoins, en toute fin d'année, le préfet m'a alerté que la prorogation n'irait pas plus loin que le 31 janvier, et donc il a fallu très rapidement finaliser le travail, et évidemment les démarches administratives inhérentes prenant du temps, nous ne pouvions pas respecter ce délai du 31 janvier pour permettre de signer la convention. Et c'est donc dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui de nous réunir en urgence. Donc sur ce premier point, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires, ou sinon nous passons au vote? Bon, pas de questions, pas de commentaires. Alors, je vous invite à prendre vos boîtiers une première fois. Le vote va s'ouvrir très rapidement. Voilà, le vote est ouvert. Il faut appuyer sur OK à la fin, Diana. Parfait, donc avec 14 voix pour et 5 voix contre, l'urgence est adoptée. Donc comme je l'ai dit, il y a un point unique ce soir à l'ordre du jour, qui est l'approbation et l'autorisation au président à signer la convention cadre relative à l'énergie. Donc voilà, comme expliqué, c'est une convention qui a été signée il y a quelques années, qui est arrivée à échéance, qui a été prolongée plusieurs fois pour pouvoir travailler. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'un groupe de travail est composé entre élus de la collectivité, représentants de la CRE, représentants de la commission sur l'énergie et de la préfecture pour pouvoir avancer. Cette convention reprend plusieurs choses, comme je l'ai dit, évidemment, le maintien du tarif de péréquation sur Saint-Barthélemy, mais là où on avait une convention beaucoup plus contrainte il y a quelque temps, celle-là est un peu plus étoffée, s'étend sur une période plus longue, parce qu'elle s'étend sur 25 ans.
et permet notamment de valider la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, pour rappel, le Conseil territorial a voté la PPE en décembre 2022, et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu avancer sur ces travaux, faute de signature de l'État français à son niveau. Convention PPE qui avait été également validée par la CRE après un certain temps. Et donc voilà, il manquait cette dernière démarche. Également, projet qui concerne la collectivité et qui est bloqué, qui serait débloqué avec cette convention, c'est celui de la turbine au niveau de Paprec. Donc, comme vous le savez, il y a un deuxième four qui a été mis en marche en 2022 là aussi. Et donc, pour ne pas perdre l'énergie, de même que sur le premier four, un système avait été mis en place pour récupérer cette énergie et produire de l'énergie pour le dessalement d'eau de mer. Et bien, sur le deuxième four, le projet de turbine avait été validé là aussi par la CRE et par le Conseil territorial, et donc permettrait de récupérer cette source pour auto-alimenter Paprec et rejeter le reste, ou en tout cas réintégrer le reste sur le réseau EDF pour que rien ne soit perdu. Donc ce sont deux des points qui sont validés également dans cette convention. Et enfin, sujet non négligeable, ça permettrait de lancer la reconstruction de l'usine EDF, et c'est là où les discussions ont été assez longues, parce que là aussi, pour construire ou pour changer les moteurs de l'usine EDF, il fallait que la PPE soit validée. Vu que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, ça n'a pas pu se lancer, et donc cette convention permet d'avancer sur le sujet, encadrant un certain nombre de choses, notamment ce qui avait été dit depuis un certain temps, la volonté de la collectivité d'accompagner cette démarche. Là aussi, pour des raisons d'efficacité, il nous semble important que l'intégralité des moteurs puisse être mis en place ensemble. Donc la PPE validait le principe d'avoir 6 moteurs pour faire tourner l'usine EDF. Il y a eu une première discussion avec la CRE, avec l'État, qui était volontaire pour financer le remplacement et la mise en place de 4 moteurs, et de voir à terme les 2 moteurs suivants, lorsque les 2 moteurs les plus récents, entre guillemets, de notre centrale, arriverait en fin de vie. Compte tenu de l'étroitesse du site, compte tenu de l'intérêt d'avoir un projet global qui soit mené, des économies d'échelle évidemment qui peuvent être menées quand vous faites un seul projet, et aussi de la longueur pour aboutir à un résultat, parce que, comme je l'ai dit, ça fait maintenant quasiment plus de 3 ans qu'on travaille sur le sujet sans que ça avance. L'idée était de se dire qu'il ne faut pas attendre que les 2 moteurs en 2038 arrivent en fin de vie pour qu'on se remette à discuter sur leur remplacement et remettre une nouvelle fois EDF et les équipes, et je vois que les équipes sont nombreuses ce soir en difficulté, et d'une manière plus générale, la population et la stabilité de l'île en matière énergétique. Donc en contrepartie, la collectivité s'est engagée à participer financièrement sur la mise en place de ces moteurs et des coûts inhérents sur le delta qu'il resterait pour l'amortissement des moteurs G7 et G8, donc les 2 moteurs les plus récents de la centrale, mais également à mettre en place du terrain, alors que ce soit pour l'usine temporaire qui devra être montée et qui nécessiterait de délocaliser la partie particulière de l'usine Paprec pour libérer de l'espace pour l'usine temporaire, également de l'espace pour le magasin et pour l'accueil d'EDF qui serait mis à disposition sur Anse des Cailles. Et puis voilà, ensuite, une série de dérogations qui sont déjà en place et qui seraient maintenues, même si je ne vous cache pas que, quitte à ce que ça coûte plus cher, je serais même favorable à ce qu'on puisse travailler sur l'arrêt de certaines dérogations, notamment sur la dénox, parce que voilà, c'est des choses qui ont été validées il y a un certain temps. Néanmoins, plus vite on n'aura plus de moteurs qui ne sont pas dénoxés, qui tournent, mieux ça sera pour tout le monde. Et donc voilà, comme il y avait pas mal d'éléments qui nécessitaient encore d'être travaillés, nous avons réussi à trouver une formule qui permette d'acter la majeure partie des points et de se revoir dans l'année qui vient, d'avoir encore un an de travail pour finaliser les éléments avec une formule, une proposition qui est faite par EDF de participation de la collectivité en cas de non-maîtrise de la consommation énergétique sur l'île. Et ça fait partie des éléments qui sont clairement en discussion. Donc c'est pour ça qu'on a fait rajouter dans la convention que cette formule nécessiterait, si elle devait être appliquée, d'être objectivée, parce que voilà, aujourd'hui, il y a un débat pour tout dire, notamment la commission de régulation de l'énergie, qui considère que Saint-Barthélemy, dans sa globalité, consomme trop, et c'est là où nous sommes en désaccord. Bon, d'une part, ces chiffres n'étaient pas forcément étoffés, d'autre part, faute de retour de leur part, nous avons travaillé avec le CSCE, qui lui a fourni une étude qui contredit un petit peu ce côté mauvais élève de Saint-Barthélemy.
Et enfin, il y a un vrai sujet, à mon sens, philosophique. Comment peut-on considérer que c'est un territoire dans son ensemble qui consomme mal? Non, on doit regarder ce qu'est la consommation, entre guillemets, théorique normale d'un individu, d'une entreprise, et ensuite aller regarder si cet individu ou cette entreprise consomme de manière cohérente par rapport au reste du territoire français. Et donc, c'est ensuite individuellement qu'on doit travailler pour pénaliser, entre guillemets, ou en tout cas trouver les formules pour que chacun arrive à être dans une forme raisonnable de consommation. Donc voilà un petit peu les différents éléments que je voulais apporter. Après, je pense qu'entre les élus qui ont travaillé sur toutes ces réunions et d'une manière générale les différents groupes, il y aura pas mal de questions. Donc je vous passe la parole. Bettina. Non, juste déjà, est-ce que c'est possible de lire l'avis du CSCE? Ben, je ne l'ai pas, mais... Encore une fois, il sera fourni, transmis et disponible. Mais c'est vrai que pas non plus faire... Je l'ai là ici, si vous voulez, je peux vous le lire. Si ça te dit, vas-y. Ça serait bien de l'envoyer un peu plus tôt et que ce soit la collectivité et pas les élus qui reçoivent, en tout cas les services. Ça serait utile pour tout le monde. Alors, donc, objet projet de convention cadre relative à l'énergie entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy. Préambule, le Conseil économique, social, culturel et environnemental de Saint-Barthélemy a été saisi pour avis sur un projet de convention cadre relative à l'énergie entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy. Le CSCE tient à souligner le contexte de fortes contraintes qui pèsent sur la collectivité pour la conclusion de cette convention, le risque d'un non-financement de la rénovation de la centrale thermique, associé à l'incertitude pesant sur le maintien de la solidarité nationale, place la collectivité dans une situation d'urgence. Dans ce contexte, le CSCE comprend les raisons impérieuses qui conduisent à soumettre ce texte au vote de ce jour. Ne pas signer cette convention pourrait coûter encore plus cher à la collectivité. Nous comprenons donc que ce choix n'est pas simple. Toutefois, il est de notre responsabilité d'alerter solennellement les élus du Conseil territorial. La signature de cette convention engage l'avenir énergétique et financier de l'île sur plusieurs décennies. Il est impératif que chaque élu mesure pleinement la portée de cet engagement et ses conséquences durables pour le territoire. C'est à cette fin que le CSCE, après examen approfondi, rend l'avis suivant. Quant à un soutien aux choix stratégiques et sanitaires, le CSCE approuve pleinement la vision stratégique portée par la collectivité concernant le dimensionnement de la future centrale électrique. L'approche consistant à financer la construction immédiate de 6 moteurs neufs dénitrifiés, sans attendre le renouvellement théorique des moteurs de 2017, constitue la seule approche raisonnable. Elle répond à deux impératifs fondamentaux. D'une part, la sécurisation énergétique du territoire, afin de garantir un approvisionnement électrique fiable et pérenne pour l'île. D'autre part, l'impératif de santé publique pour mettre fin au plus vite aux émissions de gaz nocifs qui mettent en danger la population, émissions aujourd'hui intolérables et interdites en Europe depuis plusieurs années. Alerte sur le risque financier. Toutefois, le CSCE exprime une vive inquiétude quant au montage financier actuel du projet. Le schéma proposé fait peser un risque réel de mise en difficulté financière sur la collectivité, caractérisé par une subvention d'investissement massive de 50 millions, susceptible d'augmenter, et des charges fixes annuelles pouvant atteindre 4 millions d'euros par an. Le CSCE rappelle les engagements majeurs que la collectivité devra assumer dans les 6 prochaines années, notamment la construction du nouvel hôpital, des nouvelles écoles et du centre culturel, qui ajoutent aux projets structurants déjà engagés. L'addition de ces investissements et leur coût de maintenance risque d'asphyxier les capacités budgétaires futures de la collectivité, tout en ne laissant aucune marge de manœuvre pour financer la transition énergétique du territoire. Grand 3, le plafonnement à 140,9 gigawatts, un mécanisme punitif et contre-productif. Une taxation massive en cas de croissance naturelle des besoins. Le projet de convention prévoit un plafonnement de la consommation à 140,9 gigawatts, assorti d'un engagement de réduction de 25% sur 25 ans. Au-delà de ce plafond, la collectivité devra assumer seule le surcoût de production. Ce double mécanisme, plafonnement et réduction obligatoire, revêt un caractère punitif qui méconnaît la réalité du développement territorial.
Si le territoire poursuit sa croissance naturelle, les besoins énergétiques dans les années à venir, entre parenthèses croissance liée à l'évolution démographique, au développement économique et à l'amélioration du niveau de vie, la collectivité sera contrainte de lever plus de 600 millions d'euros de taxes sur les 25 prochaines années pour financer ce dépassement. Cette perspective est économiquement contraignante et socialement injuste pour les habitants et entreprises de Saint-Barthélemy. Un dispositif allant à l'encontre de la transition énergétique. Plus important encore, le CSCE constate que le calcul de la consommation énergétique inclut l'autoconsommation des panneaux solaires, subventionnés par le dispositif S24 et par la collectivité elle-même. Cette inclusion rend le système fondamentalement contre-productif. La collectivité investit massivement pour développer le photovoltaïque et réduire les dépendances aux énergies fossiles. Or, chaque kilowattheure produit et autoconsommé localement est comptabilisé dans le plafond des 140,9 gigawatts. Ainsi, plus la collectivité réussit sa transition énergétique, plus elle se rapproche du seuil de taxation. Ce paradoxe va à l'encontre des objectifs de transition énergétique affichés par l'État et pénalise directement les efforts vertueux de la collectivité et des particuliers qui s'équipent en énergie renouvelable. Le CSCE estime que l'autoconsommation photovoltaïque doit impérativement être exclue du calcul du plafond afin de ne pas décourager les investissements dans les énergies renouvelables. Un frein à la décarbonation des transports. Le plafond de 140,9 gigawatts constitue également un obstacle majeur à la transition de la mobilité vers l'électrique. En effet, toute électrification des transports, pourtant encouragée au niveau national et européen, viendrait mécaniquement augmenter la consommation électrique du territoire et rapprocher dangereusement du seuil de taxation. Ce mécanisme va ainsi décourager la transition vers les véhicules électriques, particuliers et professionnels, l'électrification de l'aviation légère, pourtant prometteuse pour les liaisons inter-îles, ainsi que la conversion des bateaux de plaisance à la propulsion électrique. Le territoire se trouve ainsi placé devant un choix absurde, soit renoncer à décarboner ses transports, soit être pénalisé financièrement pour avoir fait ce choix vertueux. Le CSCE considère que ce mécanisme est incompatible avec les objectifs nationaux et européens de décarbonation et doit être profondément révisé. Proposition du CSCE pour rétablir l'équilibre. La collectivité s'apprête déjà à avancer entre 9 et 20 millions d'euros pour la mise à disposition de fonciers et les constructions annexes, afin de préserver les finances de la collectivité sans renoncer à la vision industrielle. Le CSCE formule les propositions alternatives suivantes. Sur la transition énergétique, article 12, le CSCE propose une sortie totale et définitive de la collectivité du mécanisme de la CSPE pour l'ensemble des volets de la transition incluant le financement des énergies renouvelables, du stockage et de la maîtrise de demande en énergie. En assumant 100% de ces investissements, la collectivité offre à l'État une réduction massive et pérenne de ses coûts, libérant ainsi la solidarité nationale de ses charges. Cette autonomie permettra à la collectivité de piloter elle-même sa transition énergétique avec des objectifs fermes de réduction de la consommation fossile sur la base de 2024. Sur le financement de la centrale, article 5, au vu de l'économie substantielle générée pour l'État par la proposition sur l'article 12, le CSCE propose que le financement des moteurs soit revu dans les modalités suivantes. Durant la période transitoire, entre parenthèses, tant que les deux moteurs sont en cours de dépréciation, financement de la nouvelle centrale sur la base du coût nul pour EDF CESPE. À compter de la fin de la dépréciation, plus tard en 2038, les nouveaux moteurs de 8 MW devenus indispensables à la sécurité du réseau doivent basculer dans le droit commun et ne plus être à la charge de la collectivité. Conclusions et recommandations. Le CSCE réaffirme son soutien total au choix technique de la construction immédiate de 6 moteurs neufs dénitrifiés, indispensables pour la sécurité énergétique et la santé publique de l'île. Concernant la stratégie adoptée vis-à-vis de la Convention cadre, le CSCE considère qu'il ne lui appartient pas de trancher entre les deux voies possibles qui relèvent de la décision politique et d'une appréciation des risques que seuls les élus du Conseil territorial sont légitimes à opérer. Soit refuser de signer la Convention d'État pour exiger une négociation préalable sur la base des propositions formulées ci-dessus. Cette option privilégie la sécurité financière future, mais expose au risque de perdre l'accès au mécanisme de CSPE et de retarder la rénovation de la centrale.
soit accepté de signer la convention pour répondre à l'urgence, en s'engageant à négocier immédiatement un avenant intégrant ces mêmes propositions pour améliorer le texte. Cette option sécurise le démarrage du projet, mais reporte la résolution des points critiques avec l'incertitude afférente. Quelle que soit l'option retenue par le Conseil territorial, le CEC recommande que la proposition d'ajustement article 5.12, exclusion de l'autoconsommation du plafond, soit défendue auprès de l'État et de la CRE, car elle conditionne la soutenabilité financière écologique du projet à long terme, adopté à la majorité. Bon, merci pour ces éléments. Ce n'est pas évident, évidemment, de tout garder en tête comme ça. Néanmoins, de ce que j'ai pu entendre, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans les discussions et c'est tout le sujet et c'est tout le sens de la Convention qui est là. C'est que ces points qui sont problématiques sont précisément reportés et sont tous ceux sur lesquels on a un an aujourd'hui pour travailler. En toute objectivité, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui auraient dû être effectivement déjà ficelées si on a eu cette discussion il y a 10 ou 15 ans. Là, on se retrouve avec une forme d'urgence parce que, voilà, je ne vais pas revenir sur l'état de la centrale et le risque qui pèse. On a une notion d'urgence qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui est celle de l'État dans un cadre budgétaire que je vais pas développer ici, mais qui est plus que complexe, et une instabilité politique qui fait aussi que voilà, on n'a pas forcément le luxe de se projeter, de dire on verra dans quelques mois ou on verra ci ou ça. Il y a un ensemble d'éléments aujourd'hui qui sont sécurisés. Et effectivement, il y a tout ce bloc sur l'avenir de la transition énergétique de Saint-Barthélemy, sur lequel, encore une fois, il y aura un an de travail désormais, avec des réunions qui seront un minima tous les 15 jours et potentiellement plus souvent si besoin, avec tous les services qui sont déjà mobilisés depuis, je ne sais plus combien de mois maintenant, mais un temps certain. S'il y a d'autres commentaires ou Micheline. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. J'aimerais intervenir déjà sur l'avis du CESCE, mais aussi répondre à un certain nombre d'inquiétudes et de bruits qui circulent dans l'île. Moi, j'aimerais quand même clarifier un point. L'État n'a pas mis le couteau sous la gorge à la collectivité. Cette convention, on savait qu'elle arrivait à échéance le 15 septembre 2025 et c'est la raison pour laquelle, depuis la fin du mois de février 2024, la présidente de la CRE s'est déplacée à Saint-Barthélemy pour faire un état des lieux. De cet état des lieux, je ne reviendrai pas sur les conditions de son accueil et ce qu'elle a visité ou pas, ce n'est pas le sujet. De cet état des lieux, la CRE a produit un rapport en date du 28 mars 2024. Ce rapport donnait lieu à un certain nombre de recommandations. Bon, il a fallu attendre le 7 mai 2025, lorsque je me suis déplacée à la rencontre de Madame Vargon, qui n'avait aucune nouvelle, pour essayer de mettre en place les travaux et faire aboutir les choses, parce que ce qui pesait sur la population de Saint-Barthélemy, c'est qu'il n'y aurait pas eu, la population ne bénéficierait plus de la péréquation tarifaire. Alors, qu'est-ce que la péréquation tarifaire ? C'est on ne paye pas à Saint-Barthélemy le coût réel de production de l'électricité. Il faut savoir que le coût de production d'un mégawattheure tourne autour de 450 € du mégawattheure. David me confirmera si je me trompe. Et que la population de Saint-Barthélemy paye un prix uniforme avec l'ensemble du territoire national. Et il a été créé effectivement cette fameuse CSPE, qui est une contribution sociale pour l'énergie, qui a été créée en 2003 et qui permet à tous les contribuables de la France hexagonale et des Outre-mer de participer à l'énergie, à la production d'énergie, et le montant de cette contribution est reversé dans notamment les territoires ultramarins pour compenser le différentiel entre le coût de production réel de l'électricité et le coût payé par la population sur les factures. Et je tiens à préciser ça, le CECE ne l'a pas précisé dans son rapport et pourtant on l'a dit, ce coût est de 30 millions € par an. C'est ça le différentiel. Donc ce qui signifie que si on n'avait pas de convention, la population serait amenée
à contribuer à hauteur de 30 millions d'euros ou la collectivité aurait été amenée à contribuer à hauteur de 30 millions d'euros par an pour compenser ce différentiel. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça qu'il faut bien le garder en tête. Après, cette péréquation, il y a aussi un deuxième sujet, c'est qu'on est persuadé que cette péréquation est due à Saint-Barthélemy. Elle n'est pas due parce que nous avons demandé la compétence en matière d'énergie. Donc c'est vrai que la collectivité aurait dû, depuis 2007, enclencher sa croissance vers l'exercice de sa compétence. Or, cela n'a pas été le cas. Et comme le dit la loi, lorsqu'une collectivité n'exerce pas sa compétence, c'est l'État qui l'exerce pour elle, mais en se référant sur la loi en vigueur au moment où la compétence a été transférée. Donc jusqu'en 2015, la CSPE était inscrite dans le Code de l'énergie nationale. Donc cette CSPE, c'est le Code de l'énergie nationale qui s'appliquait en gros de fait à Saint-Barth et il n'y avait pas de problème. Or, en 2015, il y a eu une réforme de cette CSPE. Cette CSPE a été réformée pour deux raisons. La première, pour que la France puisse s'aligner suite à des recommandations de Bruxelles, d'une part. Et deuxièmement, elle a changé de statut et elle est devenue une part intégrante d'une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe intérieure sur la compensation de l'énergie, la TICFPE. Bon. Quoi qu'il en soit, le fait qu'il y ait eu cette réforme, Saint-Barthélemy, cette réforme étant arrivée après le passage en collectivité d'outre-mer, elle n'était pas applicable à Saint-Barthélemy. Et c'est la raison pour laquelle la première convention a été signée entre le président de la collectivité, Bruno Magras, et l'État, l'objectif étant de permettre à Saint-Barthélemy d'enclencher son système, de sa prise, de sa maîtrise de sa compétence. Donc la collectivité devait rédiger son code de l'énergie, ce qui a été adopté, devait rédiger sa programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été débutée sous Bruno et qui a été adoptée sous cette mandature, Metz. Et enfin, c'est pas très grave, et enfin, il fallait aussi mettre en place la maîtrise de la consommation, la maîtrise de l'énergie. Donc, le fait de poursuivre ces travaux avec l'État permettra petit à petit à la collectivité d'enclencher sa maîtrise de l'énergie, ses orientations politiques. J'ai vu plusieurs points. Quand on parle des 50 millions investis, c'est normal que la collectivité investisse dans 2 moteurs supplémentaires. Je ne vais pas reprendre les explications du président, mais je préfère qu'on ait 6 moteurs et qui permettent aux habitants publics, parce qu'il faut aussi penser aux habitants publics, d'avoir des moteurs qui sont moins bruyants et des moteurs qui ne sont plus polluants parce qu'ils ont donné. Donc j'estime tout à fait normal et logique que la collectivité investisse, d'autant plus que chaque année, la contribution, la taxe sur l'énergie rapporte à la collectivité autour de 6,5 millions, ce qui permet aux habitants de contribuer à ces travaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis quand même relativement surprise quand j'entends que le CSCE parle de développement. Alors, que veut-on pour Saint-Barthélemy? Doit-on continuer à exploser le développement, étant arrivé à une saturation? Ça c'est un sujet politique qu'il appartiendra aux élus de définir, mais il me semble que la majorité en place, quand elle a été élue, elle avait proposé, enfin elle avait promis à la population qu'elle diminuait, qu'elle freinerait ce développement. Et enfin, pour parler de la mobilité, il faut savoir aussi qu'il existe de plus en plus de technologies. Il y a des entreprises notamment spécialisées dans l'éclairage public solaire qui permettent de diminuer de 40% la consommation en énergie des petites collectivités de France, des communes de France. Donc il peut y avoir aussi, dans le cadre de la transition énergétique, la mise en place de nouveaux dispositifs qui permettront de compenser, parce qu'il faut aussi que Saint-Barthélemy puisse aller vers sa transition énergétique, qu'on puisse aussi avoir moins de consommation, parce que
c'est vrai, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le contribuable hexagonal, le petit papy et la petite mamie qui se trouvent dans la Creuse, participent à cette péréquation nationale. Ils ne savent pas où se situe Saint-Barthélemy, et pour autant, comme m'a dit Madame Vargon à juste titre, on ne peut pas leur demander de payer pour satisfaire les caprices d'un client, d'un riche client qui ne peut pas se baigner dans une eau à 27 degrés. Donc ça, c'est aussi entendable et c'est aussi compréhensible. Donc nous devons aussi prendre notre part et mettre en place notre transition énergétique à Saint-Barthélemy, mais pas que sur le papier, aussi dans la réalité. Donc nous avons un an de travail et il appartiendra à tout le monde autour de cette table de pouvoir se mettre au travail et de faire en sorte qu'on y arrive. Donc j'invite, moi, tous les collègues à signer, à autoriser le président à signer cette convention, parce que ce sont nos familles qui vont se retrouver avec des factures d'électricité multipliées par 3, par 4, dans une île où la vie est déjà suffisamment chère. Donc ma priorité première, ce sont les habitants de Saint-Barthélemy, et après, il nous appartiendra à nous de respecter nos promesses respectives. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour ces éléments. Et effectivement, je confirme et je rajoute par rapport à l'avis que quand on évoque le fait que ça asphyxie les finances de la collectivité, non. Aujourd'hui, ce qui est signé, ça représente un chiffrage, on va dire, entre 7 et 10 millions par an jusqu'à 2038, ce qui est évidemment parfaitement absorbable. Et non seulement c'est absorbable, mais ça ne nous exonérera pas de travailler en parallèle sur des alternatives dès le budget de 2026. Il est proposé de travailler sur d'autres types d'énergie renouvelable, parce qu'on a évidemment le solaire. Ensuite, la collectivité continuera les démarches qui sont mises en place, que ce soit tu parlais des éclairages publics, que ce soit sur l'éclairage public, comme ça a pu être fait depuis le début du mandat, en ayant des éclairages intelligents, en revoyant les éclairages du stade, que ce soit sur la consommation avec la mise en place de photovoltaïque au STIS, à la collectivité, etc., que ce soit sur l'accompagnement aussi, et je pense que cet accompagnement, on doit l'accélérer, et au niveau des particuliers, sur les installations d'énergie renouvelable, il y a des vraies marges de manœuvre pour pouvoir faire baisser ces chiffres. On l'a vu aujourd'hui, on parle de développement. Je n'ai pas les derniers chiffres d'EDF, mais depuis quelques années, effectivement, la consommation explosait. Avec EDF a réussi cette année à stabiliser à peu près ces chiffres. Je ne sais plus si au final, au 31 décembre, il y avait une légère augmentation ou une stabilisation par rapport à 2024. Néanmoins, force est de constater que si une stabilisation, c'est pas parce qu'en parallèle, il y a eu une baisse de l'activité touristique ou une baisse de la construction. Donc c'est bien qu'il y a aussi un ensemble de choses qui se mettent en place, un ensemble de messages qui sont de plus en plus entendus, et puis des solutions qui se trouvent, encore une fois, sur une maison d'habitation classique, des installations et de l'apport d'énergie renouvelable un investissement entre 30 et 40 000 euros permet de réduire sa facture et sa consommation auprès d'EDF de 20 à 25% au minimum. Donc il y a des marges de manœuvre. S'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir. Maxime. Ok. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le fond de cette convention cadre énergie, je crois indispensable de rappeler quelques notions simples. Le sujet est technique, parfois volontairement rendu complexe, mais ses conséquences, elles, sont très concrètes. Elles touchent la sécurité d'approvisionnement, le prix de l'électricité, la transition énergétique et nos finances publiques. Nous parlons d'un texte qui engage la collectivité pour 25 ans. Un engagement aussi long ne se vote ni à la légère, ni sous la pression d'un calendrier. Il se vote avec de la visibilité, des données, des garanties et un équilibre. Concernant la péréquation, c'est un principe national, historique, républicain. La péréquation tarifaire de l'électricité est un principe historique du service public français. Où que l'on vive, on doit accéder à l'électricité à un tarif comparable. Historiquement, l'égalité d'accès au service public de l'énergie s'est construite avec la nationalisation en 1946, l'extension progressive des réseaux et le renforcement du financement de la solidarité avec la création de la CSPE en 2000. Donc la péréquation, c'est donc de l'égalité territoriale, de la cohésion nationale et un levier de développement économique. Toute remise en cause de la péréquation fragile directement le pouvoir d'achat, la compétitivité et l'attractivité du territoire. Et plus profondément, toute sortie, même progressive, de la péréquation nationale
constitue une remise en cause du pacte républicain parce qu'elle introduit l'idée qu'habiter une île ou un territoire isolé devrait devenir une pénalité tarifaire. La CSPE, ce que c'est, ce que ça finance et pourquoi 2016 a tout changé. La CSPE représente 21 € du mégawatt, soit entre 8 et 12 % de la facture d'électricité. Son produit annuel est de l'ordre de 8 à 9 milliards d'euros. Elle finance principalement, et c'est important, le soutien aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergique pour 35 à 45 %, la compensation des surcoûts dans les ZNI, environ 26 à 30 %, et des dispositifs sociaux, environ 10 à 15 %. Il y a un point important. Jusqu'en 2016, la CSPE fonctionnait comme un mécanisme assez lisible de péréquation, une recette affectée à des charges de solidarité. Depuis 2016, elle est intégrée au budget général de l'État. On est passé d'une logique de péréquation entre consommateurs à une fiscalisation du mécanisme. Cela place la solidarité énergétique sous contrainte budgétaire annuelle et sous les arbitrages de l'État. Or, la convention qui nous est proposée s'inscrit précisément dans cette logique. On maintient l'effort, mais on fragilise le bénéfice réel. Le temps assez long, et puis tout d'un coup, l'urgence soudaine. Rappelons les faits. En 2007, transfert de la compétence énergie de la collectivité. 2018, demande ministérielle d'élaborer une PPE. 2020, première convention cadre. 2022, la collectivité vote sa PPE. Et pourtant, pas de validation claire de la PPE pendant des années. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'il faudrait tout décider dans l'urgence. Soyons clairs, l'urgence dans laquelle cette réunion a été convoquée relève d'un artifice de calendrier destiné à mettre la pression sur les élus et à pousser à une décision précipitée. Car enfin, rien de structurant ne s'est passé entre 2007 et 2020, et l'État a mis 3 ans à réagir sur notre PPE. Maintenant que nous avons enfin une proposition de l'État, n'avons-nous pas quelques mois pour travailler sereinement, corriger les déséquilibres et parvenir à une convention réellement consensuelle ? Concernant la PPE et le biocarburant, l'État recule sur le cœur de la transition. L'État, pas nous, a exigé l'intégration du biocarburant dans notre PPE, dans le cadre d'un plan global anti-Guyane visant à réduire la dépendance au pétrole. Pourquoi pas ? Or, la convention proposée aujourd'hui, si elle valide notre PPE, à l'exception précisément de cette brique centrale renvoyée à une date indéterminée. Concrètement, cela signifie l'abandon du principal levier de transition, un désengagement clair de l'État et une contradiction frontale avec les engagements nationaux et internationaux. Le cœur du problème, les articles qui transfèrent le risque sur la collectivité. Et ce recul sur la transition n'est pas un cas isolé. Lorsque l'on regarde la Convention, plusieurs articles traduisent le même déséquilibre. Ils transfèrent le risque financier, juridique et stratégique vers la collectivité et la population. Article 4. Des pénalités automatiques sans plafond. L'article 4 institue un mécanisme automatique de pénalité financière en cas de retard administratif ou réglementaire de la collectivité. Les caractéristiques de ces pénalités sont préoccupantes. Évaluation unilatérale par la CRE, aucune procédure contradictoire réellement protectrice et surtout aucun plafond financier. Les ordres de grandeur réalistes sont explicites. Ça va entre 1 à 8 millions d'euros par an. Un simple retard administratif peut coûter plusieurs millions d'euros par an à la collectivité. Article 8, photovoltaïque, un signal de retour en arrière. L'article 8 touche directement à notre volonté de développer le photovoltaïque. Depuis août 2022, la collectivité s'est rapprochée de la CRE pour appliquer à Saint-Barthélemy ce qu'on appelait à l'époque le S17, permettant le rachat de la production photovoltaïque. Sans dispositif de rachat, il n'y avait ni visibilité, ni financement, ni décollage réel. Or, il a fallu attendre 2025, et ce, après que la collectivité ait dû forcer les choses, je rappelle, en adoptant la délibération 2024-055 pour que l'État réagisse, et ce, hors délai. C'est la délibération qui avait adopté la fameuse transcription du S24 localement. Malgré cette réaction tardive, la lourdeur administrative produit un résultat très concret. 2 ans plus tard, aucun dossier n'a pu être traité. Dans ce contexte, l'article 3 prévoit maintenant de revenir sur l'arrêté du 5 janvier 2024, le fameux S24, applicable à Saint-Barthélemy, et envoie un signal extrêmement préoccupant
Au moment même où nous mettons en place des outils permettant le développement du photovoltaïque, on ouvre la porte à une remise en cause du cadre. Ça ne va pas créer de la transition, cela crée de l'incertitude, du blocage et des nouveaux retards. Article 10. Une péréquation devenue conditionnelle et restreinte. L'article 10 modifie profondément la logique de solidarité nationale. Il prévoit que l'État s'engage à maintenir certains dispositifs de financement, mais uniquement en contrepartie des engagements de la collectivité et sur des périmètres désormais limités. En effet, l'article 10 exclut explicitement de larges catégories de consommateurs de Saint-Barthélemy du dispositif de soutien, les professionnels de l'hôtellerie et des locations touristiques et les consommateurs dépassant 10 MWh par an. Cela représente une part importante des habitants du territoire. Conséquence directe, la base de financement se rétrécit, le coût unitaire augmente, la pression financière se reporte soit sur les particuliers, soit sur la collectivité. C'est un changement structurel du modèle économique de la péréquation. Traditionnellement, la logique était simple, la nation compense les handicaps structurels. Avec l'article 10, la logique devient le territoire doit prouver sa bonne conduite pour continuer à bénéficier d'un soutien qui ne reste que partiel. C'est un changement de paradigme, on passe de la solidarité nationale à l'abandon des territoires excentrés. Donc ceux qui prétendent que cette convention protège la péréquation nationale à Saint-Barthélemy mentent ou n'ont pas lu la convention en détail. Article 12, plafonnement de la consommation. Le risque budgétaire majeur. L'article 12 impose une baisse obligatoire de la consommation de 25% en 25 ans, la référence étant 140 gigawatts et la cible étant 105. Tout dépassement entraîne une contribution financière payée par la collectivité, calculée au coût réel local, 450 € du mégawatt. Ce qui veut dire que sur une traduction budgétaire, ça peut représenter environ 9 millions d'euros par an. Sur 25 ans, cela représente potentiellement entre 80 et 235 millions de risques cumulés. Et ce risque est structurel. Nous avons une industrie touristique, des climatisations, dessalement, etc. Notre modèle économique reste énergivore et la collectivité ne maîtrise pas seule toutes les dynamiques. Article 16. Le mécanisme de sortie, un risque systémique. En cas de dénonciation, la collectivité pourrait être contrainte de reprendre les centrales, indemniser EDF, y compris son manque à gagner, assumer le démantèlement, reprendre l'ensemble des contrats. L'exposition financière potentielle est estimée entre 260 et 470 millions d'euros. Rupture d'égalité territoriale. Le cas de Saint-Martin. Un point politique majeur, Saint-Martin, collectivité d'outre-mer comme nous, ne subit aucun dispositif comparable de pénalisation financière. Pourquoi Saint-Barthélemy serait-elle la seule soumise à un régime aussi contraignant, avec pénalité automatique, plafonnement punitif, péréquation conditionnelle et transfert massif de risques budgétaires? Cette différence de traitement pose un problème d'égalité territoriale qui ne semble pas perturber l'État. Une sortie rampante du système national de péréquation, en combinant plafonnement, pénalité, conditionnalité et désengagement, la Convention organise de facto la sortie progressive de Saint-Barthélemy du mécanisme national péréquation, tout en maintenant la contribution. En gros, nous continuerons à payer, mais sans bénéficier réellement de la solidarité. En conclusion, refuser la précipitation, exiger l'équilibre. Mes chers collègues, cette convention est financièrement déséquilibrée, budgétairement dangereuse, juridiquement asymétrique et politiquement inéquitable. Le cumul des risques représente de 4 à 18 millions d'euros par an, articles 4 et 12, et peut atteindre près d'un demi-milliard d'euros en cas de sortie, article 16. Soyons clairs, l'urgence de cette réunion est un artifice. Rien ne s'est passé pendant des années et l'État a mis 3 ans à répondre à notre PPE. Maintenant que nous avons une proposition, prenons quelques mois pour aboutir à une convention consensuelle, équilibrée et protectrice. Au regard de l'ensemble des risques exposés, il est urgent de se poser, de revenir à une négociation ferme mais équilibrée et de ne pas se précipiter dans un engagement de 25 ans sans plafond financier clair, sans visibilité budgétaire et sans garantie de solidarité nationale, comme c'est le cas pour toutes les autres collectivités. Voter contre aujourd'hui, ce n'est pas bloquer l'avenir, c'est au contraire affirmer que Saint-Barthélemy,
entend prendre toute sa part dans la transition énergétique. C'est d'ailleurs exactement ce que nous proposons dans notre PPE, avec un engagement de 10 MW en matière de photovoltaïque. Mais que nous refusions que cette transition repose sur un mécanisme déséquilibré, non plafonné et contraint. C'est donc examiner une convention équilibrée, protectrice et conforme aux principes de solidarité nationale et d'égalité territoriale, convention dans laquelle la collectivité de Saint-Barthélemy entend apporter des solutions qui redéfiniront son rôle actif au service d'une plus grande indépendance énergétique et d'une diminution de l'impact financier sur le système de péréquation. Je vous remercie. Merci Maxime. Plusieurs éléments et je te passe la parole, Micheline. Bon, la première, c'est que je vois quand même quelques incohérences et illogismes. Le premier, c'est de parler à ce qui est faux accessoirement, de retirer le S24, qui serait une mauvaise chose, tout en expliquant que celui-ci est parfaitement inopérant et qu'il n'y a pas de dossier en cours. Je rajouterai aussi l'incohérence de quasiment prôner l'indépendance de Saint-Barthélemy à chaque occasion et de rejeter chaque demande et chaque proposition d'aide et de financement de l'État ou de l'Europe, mais là de se dire qu'il faut absolument que l'État participe davantage. Voilà, ça me semble un peu incohérent. Ensuite, sur l'urgence, j'en vois à minima une, et je pense que la présence de tous les agents ce soir l'explique. C'est l'état de la centrale. Et je t'invite à aller passer quelques jours à travailler toute la journée dans la centrale de public ou à t'installer dans le quartier de public pendant plusieurs semaines pour te rendre compte que oui, effectivement, il y a une urgence et que cette urgence est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était en 2007 et elle est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était en 2020 ou en 2022 lorsque nous avons voté la PPE en décembre. Après, faudrait aller vérifier, je ne sais pas si tu avais voté la dernière convention, mais il y a toute une série d'articles que tu mentionnes, notamment les mécanismes de sortie, etc., qui sont stricto sensus repris et exactement les mêmes que ceux qu'il y avait par le passé. Donc voilà, je ne sais pas si tu l'avais voté ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je rajouterai encore qu'il n'y a pas de travail de comptable ou de quoi que ce soit. Hein. Ça fait des mois qu'il y a des réunions qui se tiennent toutes les semaines. Pour l'information de tous, ce sont des réunions qui se sont faites de manière multipartite, on va dire, au sein de la collectivité et au cours desquelles j'ai été accompagné, que ce soit par la sénatrice Micheline, que ce soit par David Blanchard, que ce soit par Fabrice Kérard, évidemment avec les agents de la collectivité, en l'occurrence Pascal, qui, je crois, fait un travail qui n'est pas politique et voilà, qui a travaillé aussi avec ses compétences sur le sujet, et un ensemble de partenaires. Donc cette réunion ce soir, s'il y a une urgence, ce n'est que par rapport à une question de délai, et je pense que cette urgence, elle peut s'entendre, encore une fois, quand on voit que les votes ou non-votes de budgets nationaux sont en plein travail en ce moment à l'Assemblée, et que donc forcément, si on loupe cette fenêtre, les engagements qu'il y a derrière, il faut savoir que derrière la construction, on parle de la quote-part de la collectivité pour construire cette usine, la quote-part de l'État est beaucoup plus importante, et même si on pourrait imaginer qu'au niveau des finances de l'État, au final, c'est pas si important que ça, mais ça montre un petit peu la situation peut-être telle qu'elle est et le niveau d'inquiétude qu'il pourrait y avoir aussi au niveau national. Donc voilà, l'urgence, elle n'est que par rapport à ces calendriers également. Notre urgence à nous, c'est de pérenniser les choses, c'est de pouvoir avancer sur des projets qui sont bloqués depuis des années. C'est aussi d'avoir cette opportunité, d'avoir une usine qui réponde aux besoins, une usine qui soit dimensionnée et une usine qui soit prévue pour de nombreuses années. Mais je crois que Micheline, il y avait Silver avant, je ne sais pas si c'était des éléments que tu voulais apporter. Ouais, merci, Donc, Monsieur Micheline le Président. pour répondre et Silver. J'aimerais apporter quelques précisions. Premièrement, Maxime annonce qu'on s'engage pour 25 ans. Cette convention prévoit une clause de revoyure tous les 5 ans. Ce n'est pas pour rien qu'on a prévu cette clause de revoyure, c'est pour adapter, ajuster, soit du côté de l'État, soit du côté de la collectivité, en fonction de l'évolution, puisque on accompagne, on va vers notre autonomie énergétique. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. On ne peut pas devenir autonome en énergie, demander, décider de ce qu'on veut pour notre territoire en matière d'énergie et de notre côté, agiter le drapeau au secours solidarité nationale. Je tiens quand même à préciser que la Polynésie française ne bénéficie pas de la péréquation nationale, que la Nouvelle-Calédonie ne bénéficie pas de la péréquation nationale et que Wallis et Futuna n'en bénéficiait pas jusqu'en 2017. Et pourquoi Wallis et Futuna en bénéficient maintenant? C'est parce que à Wallis et Futuna, le statut est géré par une loi qui date de 1961 et c'est le haut commissaire, c'est-à-dire l'équivalent du préfet,
qui décide en dernier lieu. Le conseil de la collectivité font des choix au niveau des dossiers, des documents, des projets, mais c'est l'État qui décide in fine. Et il n'était pas normal et logique que les Wallisiens ne puissent pas définir leur politique énergétique et que parallèlement qu'on leur impose. Donc c'était la raison pour laquelle, là, il y avait, oui, un souci, on va dire, d'inéquité. Mais ayant fait la demande d'avoir notre compétence, notre but aussi, c'est qu'à la fin de ce processus, eh ben, ce serait tant mieux si on pourrait arriver vers notre autonomie. J'aimerais aussi rappeler à Maxime qu'on a parlé d'achat, de projets. Ça entre dans le cadre du projet de loi de finances annuel. Et cette assise de l'électricité qui faisait partie du budget général, eh bien, figure-toi, Maxime, que là, dans le nouveau budget qui sera adopté, le gouvernement a décidé de la sortir. Ça, c'est le premier point. Il faut savoir aussi qu'en 2021, quand je suis arrivée au Sénat, les tarifs de rachat de l'énergie photovoltaïque, qui étaient de 450 € le mégawattheure, est passé à 96 €. J'avais déposé un amendement demandant à ce que cette clause de revoyure ne soit pas adaptée aux territoires ultramarins. Bon, ce n'est pas passé en nous disant que les territoires, finalement, n'allaient pas être concernés. Eh bien oui, la Réunion a été concernée. Je tiens aussi à vous rappeler, pour ceux qui ont suivi les débats sur le premier vote du budget à l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national a fait voter un amendement pour supprimer toutes les aides aux énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens, parce qu'ils estiment que ça coûtait 10 milliards à l'État et qu'il fallait faire des économies. Donc, nous sommes dans une situation inespérée, je vous le dis, parce que jusqu'à jeudi, je savais que la présidente de la CRE était formellement opposée à l'idée que la population de Saint-Barthélemy bénéficie de la péréquation nationale. Et je l'ai su de sources extrêmement haut placées. Et je tiens à remercier le Premier ministre, le ministre de l'Économie et la ministre des Outre-mer qui se sont mobilisés pour permettre à Saint-Barthélemy de bénéficier de cette péréquation et de pouvoir aussi bénéficier du renouvellement de cette centrale. Et à ce titre, j'aimerais aussi remercier et féliciter les agents d'EDF parce qu'ils ont apporté aussi une part à leur décision, puisqu'on a eu la visite de M. Fontana, PDG d'EDF, qui m'a encore félicité pour la qualité de l'entretien des moteurs de la centrale EDF qui leur a permis de tenir jusqu'à maintenant. Donc, ils savent que c'est un investissement, mais c'est un investissement pérenne, parce que quand la centrale a été mise en service, ces anciens moteurs datent de 1986, et je pense que certains élus autour de cette table n'étaient pas encore nés. Donc, il faut aussi les saluer leur travail et se dire aussi qu'ils ont fait du bon boulot pendant toutes ces années et qu'on peut leur faire confiance pour continuer. Donc, c'est tout un ensemble. Par contre, j'ai une question à te poser, Maxime. Quand Madame Vargon est venue, c'est toi qui étais chef de file, qui l'a accueillie, qui l'a fait visiter. Elle a rendu son rapport, mais entre le 28 mars 2024 et le 7 mai 2025, qu'as-tu, toi, mis en place ou sollicité ou mobilisé parmi les élus de la collectivité pour se bouger un peu? Parce qu'on avait tout le temps. Et de dire maintenant qu'on nous met le couteau sous la gorge, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec toi. Et pour précision, indépendamment de Maxime, je confirme que les échanges ont continué avec la CRE. Je me suis moi-même rendu à plusieurs reprises à Paris. Pascal a pu s'y rendre lors de déplacements aussi, et je ne parle pas de tous les échanges en visio. Silver. Alors tout d'abord, je tiens juste à saluer le travail exceptionnel de Micheline. Elle a su remuer les ministères avec une ténacité exemplaire. Cela nous prouve qu'avec un bon leadership, les verrous, ils sautent. Je souligne aussi l'action du président, de David Blanchard et Fabrice, qui ont activement participé aux échanges sur ce dossier. Toutefois, il est regrettable de devoir siéger en urgence, et ça, je ne peux que le souligner. Ce dossier n'a pas été traité en temps. L'énergie est un sujet primordial qui aurait dû être empoigné bien plus rapidement dès le début. Se retrouver ainsi au pied du mur témoigne selon moi d'un manque de vision pour l'île.
Si nous signons aujourd'hui cette convention, n'est pas une fin en soi. En effet, nous aurons à négocier avant la fin de l'année la méthode de calcul de la consommation, qui inclut actuellement l'autoconsommation, y compris solaire des particuliers. Le Conseil territorial doit faire bloc pour exclure les énergies renouvelables de ce calcul. C'est indispensable pour encourager réellement l'investissement vert. Cette convention prévoit en effet aussi une clause de revoyure tous les 5 ans, ce qui nous permettra d'avoir un accompagnement vers une autonomie et une maîtrise énergétique. Nous aurons aussi avancé sur le code de la construction et de l'habitation pour que les bâtiments de demain soient plus vertueux et pour réussir à atteindre les demandes de cette convention. Enfin, j'appelle nos concitoyens à une sobriété intelligente. Consommer mieux, ça ne veut pas dire vivre moins bien. Privilégiant les brasseurs d'air, l'isolation des toitures, les équipements A+++, et les pompes à vitesse variable. La collectivité va devoir s'associer et accompagner ces efforts. Nous avons tout intérêt à nous associer au programme EDF d'Agir Plus pour aider les habitants à s'équiper au meilleur coût. Donc, je pense que nous devrons rester unis pour les négociations futures et proactifs pour nos administrés. Donc, je voterai en faveur de cette convention et je vous invite à le faire aussi. Merci Silver, et je te confirme que certains des éléments que tu mentionnes sont précisément les raisons pour lesquelles il y a 2 étapes dans ce travail et que nous avons encore un an de travail. Parce que oui, nous-mêmes qui avons participé aux différents échanges, nous avons alerté sur un certain nombre de propositions qui ne nous convenaient pas, et c'est bien parce que nous avons été entendus que nous avons cette possibilité aujourd'hui de revoir le travail, tout en validant le strict nécessaire pour que les choses puissent continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Dimitri. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Moi, je vais me contenter, parce que j'avoue ne pas être un expert du sujet, mais j'ai essayé quand même de me renseigner sur les documents qui nous ont été envoyés. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est la visibilité. C'est-à-dire que je rejoins un petit peu ce qu'a dit le CESCE. Si je me place à mon faible niveau d'élu, quand je lis cette convention, j'en ai pas pour mon argent. Très peu de chiffres. Quel est le prix réel de la production de l'électricité? Ça reste un peu vaste. Moi, de ce que je lis, ce serait quand même à la creux de justifier notre diminution, cette fameuse diminution qui nous serait imposée de 1% par an. Donc là aussi, pourquoi ce ne serait pas la collectivité approuvée, ou au moins si c'est la creux, pourquoi on n'a pas la méthode de calcul qui sera employée? Alors j'ai bien compris que c'était une convention cadre et que dans la convention cadre, on n'avait pas tous les détails. Maintenant, c'est vrai que je trouve un peu dommageable pour les élus de justement pas avoir le maximum de détails, parce que on engage la collectivité, même si Micheline dit que dans 5 ans on a des clauses de revoyure. Moi, ce que je vois en termes de faits, c'est qu'on n'a pas réussi à négocier ce qu'on aurait voulu avec la CRE, parce que sinon ça aurait été, je pense, fait avant. Donc on se retrouve dans une situation d'urgence où finalement on est un peu obligé d'accepter toutes les demandes de la CRE. Quel serait l'intérêt demain de la CRE de revenir en arrière? Alors on m'a dit oui, mais peut-être que la CRE, ça bouge. Mais tout ça, ça reste très peu visible. C'est la roulette russe, c'est un barillet avec une balle, et puis tant mieux si ça se passe bien, et tant pis si ça se passe mal. Et j'avoue que moi, le tant pis si ça se passe mal me fait vraiment peur. J'ai pas souvent peur d'une décision, mais celle-ci est vraiment lourde de conséquences, parce que pour moi, dans un sens, si on la signe pas, vous m'excuserez du terme, mais bon, on n'est pas bien. Il y aura des conséquences, et j'ai l'impression que si on la signe, on n'est pas tellement mieux, et il y aura aussi des conséquences. C'est un choix qui aurait, moi, à mon avis, mérité d'être beaucoup plus détaillé, explicite. Alors je comprends, c'est pas pour critiquer encore une fois, je comprends que les délais sont serrés, qu'on nous met devant des obligations de réponse, mais bon, c'est pas satisfaisant et pas assez visible pour que réellement on puisse avoir une projection sur les années futures, sur ce qu'on laissera aux enfants plus tard, parce que nous on est là, mais demain ce sera peut-être une autre mandature. J'ai entendu Micheline parler d'urbanisme, qu'effectivement il faudrait que la collectivité aussi en termes de développement, donc je t'avoue être surpris mais content d'entendre dire que peut-être qu'on a exagéré en termes de développement.
Donc c'est quand même le résultat d'une politique qui n'a pas été menée par cette mandature. Mais peu importe. Si cette mandature, comme tu l'as dit, voulait à un moment dire « Ok, stop, on régule l'urbanisme, on régule ci et ça », et puis finalement, on n'a pas réussi. C'est les faits. Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer, c'est les faits, j'en fais partie. Qui nous dit que les prochains dans les 5 vont y arriver? Parce que le mécanisme est tel que les comptes de la collectivité, si j'arrive à suivre, hein, les comptes de la collectivité dépendent aussi de l'urbanisme, puisque tout est transversal. Donc à partir du moment où on régule l'un, peut-être qu'on sera en difficulté sur l'autre. Voilà, moi j'ai vraiment, si je lis simplement ce que je vais franchement faire abstraction de ce que disent les uns et les autres parce que chacun a son parti pris. Moi j'essaie juste de lire ce qu'on me donne. C'est peu, hein, c'est vraiment peu. Merci de m'avoir écouté. Merci Dimitri. Bon, je te confirme qu'encore, c'était pas le projet de départ de le passer comme ça. Je pense qu'effectivement, en fin d'année, le gouvernement espérait avoir son budget, ce qui n'a pas été le cas, et donc du coup, ça a changé un petit peu la donne. Néanmoins, je te confirme aussi que non, on n'est pas en train de signer tout ce que la CRE voulait. Pour information, on parle juste du sonnant et trébuchant. Sur la convention, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est une participation de la collectivité entre 50 et 90 millions, on va dire, entre les coûts de construction et les frais fixes qui seraient engendrés jusqu'à 2038. Il faut savoir que c'est à peu près ça la fourchette. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques mois, quand on a commencé, le sonnant et trébuchant, il était à 320 millions d'euros de mémoire. 320 millions au lieu de 90 millions. Donc on a quand même déjà fortement réduit la voilure. Comme l'a dit Micheline, ce que voulait la CRE, c'est qu'il n'y ait plus de péréquation. Aujourd'hui, cette convention valide le fait qu'on garde la péréquation. Ensuite, ce que voulait la CRE, c'est que tout ce sur quoi nous allons travailler pendant l'année qui vient soit d'ores et déjà acté. Donc nous avons aussi obtenu de continuer ce travail, de ne pas valider et d'exiger que nous puissions aller justement beaucoup plus dans les chiffres, parce que tu as raison, il y a des problèmes de chiffres. À titre d'exemple, dans les premiers calculs qui étaient faits par la CRE, il nous expliquait que c'était fait avec 4500 ou 4900 abonnés sur Saint-Barthélemy. Deux jours après, il y avait un blackout qui a duré très peu de temps, heureusement, et qui a été géré très vite, mais où EDF communiquait, bonne nouvelle, les 6900 abonnés de Saint-Barthélemy sont reconnectés. Donc c'est bien pour ça qu'on est d'accord, il y a des questions de chiffres, et c'est bien pour ça qu'on a dit, attendez, il y a une série de points, il est hors de question qu'il soit signé aujourd'hui, il est hors de question qu'il soit dans la convention et qu'ils engagent la collectivité. Nous allons continuer de travailler pour objectiver les choses. Nous avons demandé à la CRE, quasiment dès le début des discussions, donnez-nous les chiffrages, objectivez ce que vous dites. Ils ne l'ont jamais fait. Nous avons travaillé, nous sommes rapprochés du CSCE qui lui a fait une étude qui est assez, on va dire, assez opposée et assez à l'inverse des affirmations de la CRE. Maintenant, oui, Micheline l'a dit, il y a un sujet avec la CRE et avec la présidente de la CRE en particulier qui a une vision très parcellaire de Saint-Barthélemy. En toute transparence, cette vision, elle vient de sa visite à Saint-Barthélemy et d'une visite en particulier qui a été faite, même si tout le monde n'était pas forcément favorable à faire cette visite et c'était pas forcément dans le sens et dans l'intérêt de la collectivité. Voilà, néanmoins, cette visite a été faite et a ces conséquences-là aujourd'hui. Donc, je vais même te dire que je pense que de tous les élus qui siégeaient dans ces réunions, j'étais le plus réfractaire. Dès le début, j'étais le plus réfractaire, parce que quand j'ai vu certains chiffres, j'ai dit stop, c'est pas possible. Vous avez qu'à construire vos 4 moteurs et on signe comme ça, et basta. Le fait est que oui, au fil des discussions avec les différents intervenants, avec les élus aussi, voilà, on a tous pris conscience, y compris moi, que le risque de ne pas avoir de convention aujourd'hui est beaucoup plus important que ce que personnellement j'imaginais. Alors j'entends effectivement que ce soit difficile pour les élus de se positionner, je partage ce que disait l'avis du CES. Au final, on a deux options aujourd'hui et ce sont des choix d'élus qui ne sont pas simples. Et encore une fois, moi j'aurais aimé très clairement que oui, ces discussions, c'est pas il y a 6 mois, c'est pas il y a 1 an, mais c'est des discussions qu'on aurait dû avoir il y a 10 ans ou 15 ans, au moment où on a remplacé, où on a installé ces fameux 2 moteurs G7 et G8, de se dire, OK, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape et où va-t-on? Maintenant, voilà, pour des raisons diverses et variées, chacun y prend sa part de responsabilité, moi et cette mandature comprise. La situation est ce qu'elle est, et le fait est que voilà, on a aussi, je le redis, et c'est pas pour faire de la démagogie, on a aussi une usine aujourd'hui qui est dans une situation
bien moins pire que ce qu'elle pourrait être parce qu'elle est entretenue et qu'il y a du travail de fait. Mais on a des urgences et on a des contraintes. Et je pense que si on loupe aussi cette opportunité de valider tout ce qui... Encore une fois, on parle des risques, mais il faut qu'on parle aussi de tout ce qui est validé par cette convention. Aujourd'hui, il n'y a pas un territoire qui a une PPE validée. Pas un. La France elle-même est en retard. Je ne sais pas si la PPE de la France n'est pas déjà hors délai. Je confirme, la PPE de la France n'a toujours pas été, enfin nationale n'a toujours pas été validée. J'aimerais aussi te rajouter quelques points, Dimitri. Je comprends les incertitudes, mais je pense qu'on a, et je suis d'accord avec le président, on a plus à perdre qu'à y gagner en ne signant pas cette convention. Il faut savoir une chose, quand le moteur Wärtsilä a pris feu il y a quelques temps, j'avais auditionné à l'époque la ministre qui était Pannier-Runacher, qui était ministre de l'Énergie et de la Transition écologique. Elle avait annoncé plusieurs mois d'attente pour la réparation des moteurs avec tout ce que cela imposait à Saint-Barthélemy, des tournantes, etc. Bon, il s'avère qu'après, les moteurs ont été réparés très rapidement. Pourquoi? Parce que les pièces sont arrivées par avion et ça a coûté 12 millions d'euros. Mais ces 12 millions d'euros n'ont pas été répercutés sur la facture des habitants de Saint-Barthélemy. Ça, il faut en être conscient aussi. Quand il y a eu un problème, quand il y a eu Irma, la mobilisation générale a permis de remettre l'île en état au bout de 3 semaines. Ça, c'est aussi super important. Et j'aimerais terminer par une note positive. C'est que la collectivité a fait des efforts, il faut le reconnaître, il faut reconnaître que la nouvelle mandature a fait des efforts. On a du déploiement du photovoltaïque, des ombrières que vous avez pu voir. Et ce petit geste a eu un impact non négligeable au niveau de la centrale, puisque pour la première fois de son histoire, la production, la consommation a diminué de 1%, grâce à ce qui a été éjecté. D'une part, grâce à tout ce qui a pu être mis en place depuis, parce qu'il y a aussi, il faut saluer aussi un supermarché que je ne nommerai pas, mais dont tout le monde sait de qui il s'agit, qui a mis en place aussi du photovoltaïque. Donc, il y a des gestes qui ont permis aussi d'avoir une action positive sur la consommation, et ça, il faut le noter. Donc, il faut garder quand même le point positif et se dire qu'on va dans la bonne direction. Enfin, je pense que nous allons dans la bonne direction. Et j'aimerais aussi saluer la recherche de Silver, puisque on est rentré en contact avec une société qui pourrait produire de l'énergie à partir de la houle. Mais ça fera l'objet aussi des prochaines réunions qui seront élargies, et puis je vais vous inviter à créer vraiment un groupe de travail. Je crois que Rudy avait décidé de le proposer, donc je vais lui laisser la parole sur ça, sur ces sujets d'énergie, de transition énergétique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, parce que si on ne va pas tartiner l'île de panneaux photovoltaïques, on ne va pas couper tous les arbres pour les remplacer par des panneaux photovoltaïques. Donc il faut aussi réfléchir à d'autres solutions innovantes qui peuvent aussi apporter un plus en matière d'énergie, de production énergétique. Donc il nous appartiendra à tous de travailler en ce sens. Merci. Merci. Oui, Dimitri, tu voulais répondre? Oui, juste répondre à Micheline. Moi, je veux juste qu'on soit bien d'accord. De une, l'effort que consent à faire la collectivité, donc les millions qu'on investirait dans notre centrale ou dans nos moteurs Wadels, pas de souci. Jusque-là, je trouve ça plutôt normal. Moi, ce qui m'inquiète, c'est uniquement les conditions de cette péréquation. C'est-à-dire qu'on nous fixe des conditions pour le maintien de cette péréquation, si j'ai bien compris. Mais moi, c'est sur les conditions de la maintenir. On n'a pas de visibilité sur les conditions. Qu'est-ce qu'on va nous imposer? On nous dit juste qu'il faut qu'on diminue d'1%. Mais 1%, sur quoi ça sera calculé? Parce que, à moins que je n'ai pas compris, mais les permis continuent à se faire. Si tu veux, c'est une multitude de choses. Déjà,
par rapport à la participation de la collectivité sur le fonctionnement. Il a été mis en place que ces 6 moteurs, théoriquement, la nouvelle centrale va être en service, les 2 moteurs Wärtsilä devraient être mis à l'arrêt. Ça, c'est le premier point. Donc, au niveau pollution, au niveau bruit, ces 2 moteurs Wärtsilä sont mis à l'arrêt. Et en fait, il est convenu dans cette convention que la collectivité va payer du fonctionnement que si ces moteurs Wärtsilä fonctionnent. C'est-à-dire que si on estime qu'on n'a pas assez de puissance avec les 6 moteurs et qu'il faut malgré tout mettre en fonction les 2 moteurs Wärtsilä qui arrivent quasiment en fin de vie. Donc, dès que les moteurs Wärtsilä sont mis à l'arrêt, la collectivité n'a plus de financement de fonctionnement à contribuer. David, tu me le confirmes. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, on veut aller aussi, enfin, j'ose espérer, il y aura très certainement de nouvelles constructions, mais il faut aller aussi vers des constructions qui sont moins énergivores. Comment construire mieux? Comment construire en utilisant moins d'énergie possible? À l'époque, nos grands-parents n'avaient pas de clim, pour autant, ils arrivaient à s'en sortir parce qu'il y avait des types de construction. J'ai discuté avec quelqu'un pas plus tard que ce midi qui a installé chez lui des clayettes et qui me disait qu'il n'avait pas besoin d'utiliser la clim parce que comme c'était ventilé et ce type de porte-fenêtre permettait d'aérer la maison. Bon, il y a des choses qui peuvent améliorer la construction et la rendre beaucoup moins énergivore. Donc, c'est un ensemble de petites choses et nous avons les leviers puisque nous avons la compétence en matière d'urbanisme. On peut décider des règles qu'on veut mettre. Nous avons les leviers en matière fiscale. Donc, on peut décider de taxer, par exemple, quelqu'un qui consomme énormément d'énergie, on peut le taxer et lui faire payer 100% du coût réel de la production de l'énergie. Ça peut aussi se mettre en place. Donc, on peut aussi accompagner, par exemple, les retraités ou les personnes modestes vers un diagnostic énergétique pour leur proposer des conseils de manière à diminuer la facture. Parce que le fait de faire des économies d'énergie, ça permet aussi de diminuer la facture et ça a un impact non négligeable sur les foyers. Donc, c'est tout un ensemble de leviers auxquels nous devons réfléchir dès maintenant. Enfin, nous aurions dû. Xavier a raison de dire qu'on aurait dû y réfléchir il y a 10, il y a 15 ans. C'est vrai, on ne va pas revenir en arrière, mais l'important, mieux vaut tard que jamais, est que cette prise de conscience se fasse à tout le monde aujourd'hui. Et juste, je te passe la parole, Maxime, encore une fois, il y a aussi des indicateurs, on l'a dit, sur les chiffres de consommation d'EDF cette année, sur les chiffres de la collectivité aussi, où on peut voir que les aides à l'installation de photovoltaïque n'ont jamais été aussi importantes, pas parce que les aides ont augmenté, mais parce qu'il n'y a jamais eu autant de dossiers qui ont été posés en collectivité. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'avenir est radieux et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Oui, il y a des marqueurs qui, moi le premier, je pense à tous les élus, qui ne nous plaisent pas dans cette convention. Et ben, c'est vraiment tout le sens de se dire, OK, ben, on a 1 an pour changer la donne et pour s'assurer que on s'est quand même mis quelques garde-fous pour dire non, c'est pas un chèque en blanc qui est fait et on fait comme si on travaille pendant 1 an et à la fin vous dites non, on n'a rien fait, on impose. C'est pas ce qu'il y a dans la convention. Et indépendamment de ça, ce travail va se faire. Je pense malgré tout qu'on a aussi des interlocuteurs qui comprennent les choses, qui ne sont pas que des fous furieux. Voilà, il y a un sujet creux très clairement qui a été pénalisant, qui a mis de la difficulté pour signer cette convention. Néanmoins, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi, je pense, une prise de conscience de l'autre côté, de se dire effectivement, il y a des choses à revoir. Effectivement, si le message, il est de se dire on veut avoir une maîtrise énergétique et on veut avoir une consommation qui soit saine, alors on doit travailler. Mais si le message est de dire c'est Saint-Barthélemy par son modèle qui n'est pas bon et on veut pénaliser Saint-Barthélemy, on est sur une discussion qui est complètement différente. Je pense qu'on est parti sur une discussion qui était de dire Saint-Barthélemy, c'est pas bien, et on a basculé petit à petit, on a, je pense, réussi à faire comprendre petit à petit
que non, le modèle économique de Saint-Barthélemy, il n'est pas à jeter comme ça, parce qu'encore une fois, j'entends que la Creux regarde le coût de l'énergie et pas mal de chiffres ont été donnés, notamment par Micheline et Maxime. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi mettre tout ça en comparaison de ce qui n'est pas versé par l'État parce que le modèle économique de Saint-Barthélemy fonctionne. Je pense au taux de chômage qui est beaucoup plus bas qu'ailleurs, et donc toutes les charges qui peuvent être associées. On est quand même un des seuls territoires qui paye tous les ans son autonomie, 2,9 millions à l'État français, là où l'État français, tous les ans, verse de l'argent pour les transferts de compétences à tous les autres territoires. Donc il y a un ensemble de choses à prendre en compte et pas juste un aspect énergie. Et c'est tout le sens de ce travail qu'on va voir pendant un an, c'est de dire on a commencé à travailler sur un sujet énergie, on s'est, je pense, tous ensemble mis dans un entonnoir, alors qu'en fait, non, il faut qu'on ouvre ce spectre, il faut qu'on regarde beaucoup mieux ce qu'il en est. Et je pense malgré tout que c'est ce vers quoi nous tendons avec cette convention, même si, encore une fois, oui, il y a des marqueurs et il est légitime que les élus, que le CSCE et d'autres voilà, se disent attention, parce qu'effectivement, si vraiment on nous impose ça, oui, il y aura un problème. Je pense aujourd'hui que d'une, la Convention ne permet pas d'imposer ça sans rien justifier et sans rien apporter, et de deux, je pense que le travail qui va se faire va permettre de proposer d'autres choses que cette porte de sortie proposée par la Creux de l'article 12. Maxime, tu voulais parler ? Oui, je voulais revenir sur l'histoire, effectivement, de la visite de la maison qui semble faire polémique concernant la visite de Madame Wargon. Il faut bien comprendre deux choses. Le but n'était pas de montrer une maison qui était modèle en matière de production d'énergie. C'était simplement de montrer quelque chose qui est assez rare, qui était un système de délestage intérieur qui fait qu'on était parti, je crois, avec 140 ampères en triphasé, et de par le fait d'avoir cette optimisation et ce délestage intérieur de la maison, c'était d'arriver à baisser à 40 ampères. Or, d'ailleurs, même Romaric l'avait souligné d'ailleurs en disant que c'était vraiment quelque chose à suivre. Pourquoi c'est important ? Ce n'est pas sur la production d'énergie. C'est simplement lorsque tu as un producteur d'énergie, qu'est-ce qui se dit ? Bon, il faut que j'ai des moteurs qui soient dimensionnés pour pouvoir faire face à la demande, mais je suis obligé de rajouter des moteurs lorsque la demande dépasse un certain pic, et là, je suis obligé de démarrer les moteurs. Et là, il y avait 2 ou 3 personnes de EDF qui étaient ébahies de voir le système parce qu'ils voyaient que sur l'ensemble de la journée, la maison consommait exactement la même quantité d'énergie. Donc le but, ce n'était pas de montrer que la maison consommait moins, c'est qu'elle consommait mieux. Et ça n'a jamais été une démonstration qui était de dire voilà une maison modèle en matière d'énergie renouvelable. Ce n'était pas du tout la discussion. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion, parce que je vois qu'il est dans la salle là, justement avec la personne qui a mis en place ce système qui est phénoménal, on n'était pas d'accord sur effectivement la finalité. Et ce qui était important, c'était de montrer à des producteurs d'électricité que lorsque l'on met en place des systèmes intelligents de gestion de la consommation électrique, on peut arriver à effacer des pics qui nécessitent d'autres moteurs pour faire justement face à cette demande. C'était ça l'intérêt. Si elle n'a pas compris, je suis désolé, ben voilà. Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté ni sur le but, ni sur la prouesse qui est réalisée. Maintenant, oui, la finalité, c'est que ce qui a été retenu, c'est de se dire, ben, au final, vous me montrez une maison à Saint-Barthélemy qui, pour fonctionner, consomme 5 ou 10 fois plus que mon grand-oncle en Corrèze. Et c'est mon grand-oncle en Corrèze qui finance une partie de tout ça. Je ne peux pas faire les sous-titres, hein, je vais dire, on a expliqué exactement les choses, la personne qui nous a montré la maison était là, il n'y avait pas de panneaux solaires, on a visité d'autres maisons pour lesquelles il y avait des panneaux solaires, et on a même aujourd'hui un arrêté du président qui limite toutes les nouvelles constructions avec un maximum de 9 kVA, sauf à justifier effectivement de mesures qui permettent de diminuer la consommation électrique. Je reviens sur un truc qu'a dit Sylvain concernant Agir Plus. Agir Plus, c'est une super idée, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que c'est un système qui est extrêmement administratif, lourd, et qui fait que les gens... On a essayé avec Pascal, et on a fait nombreuses réunions à ce sujet, en disant, ben voilà, on a fait les démonstrations du logiciel, le portail, et ainsi de suite, sauf que les entreprises qui l'utilisent disent, moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ce truc-là. Lorsque j'ai une clim qui est à changer, je ne vais pas attendre que ça prenne 15 jours que EDF revienne en disant « c'est bon, votre dossier est approuvé ». Aujourd'hui, on avait même proposé à un moment donné à l'État et à la Creux de dire « écoutez, nous sommes prêts, en tant que collectivité, d'abonder dans le système en disant « vous avez
une clim A++, la collectivité peut aider et on vous met à la fin de l'année l'ensemble des clims qui ont été changés et dans ces cas-là, la Creux décidera de participer ou pas. C'est simplement des problèmes administratifs qui sont lourds et qui ne fonctionnent pas. C'est la même chose que pour le S24. C'est bien d'avoir mis en place ce truc-là, mais on n'a pas eu de dossier. Pourquoi ? Parce que la lourdeur administrative dans ce genre de dossier, et vous demandez en Guadeloupe, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui disent nous, on a laissé tomber parce qu'entre le moment où on demande effectivement à pouvoir bénéficier du S24 ou du S21 avant, ou du S17, ça prenait 18 mois. Ça prenait 18 mois pour avoir une réponse. Donc aujourd'hui, les gens disent, vous savez, on a autre chose à faire, on passe à autre chose. Et c'est ça le problème, c'est que la lourdeur administrative, malheureusement, du système, qui est gérée parce que c'est l'État qui l'a confié à EDF, et c'est pas, on a dit, on a eu le nombre de dossiers comme ça, et les partenaires Agir Plus ont dit, moi, j'ai pas envie de payer une personne supplémentaire pour suivre les dossiers d'Agir Plus parce que ça n'avance pas. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils achètent n'importe quoi parce que quand tu as besoin de changer ta clim, faut que tu la changes dans la journée, surtout si tu as une maison de location, tu ne vas pas attendre de recevoir 15 jours après un avis de réception de ton dossier. Donc voilà des exemples concrets. Encore une fois, ce sont des bonnes intentions, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et là, la collectivité a effectivement un rôle à jouer en étant l'interface entre effectivement les demandeurs locaux et de voir dans quelle mesure la Creux veut ou pas participer. Et quand nous donnons une subvention pour ce genre de choses, la Creux peut dire, si la collectivité donne, on donne aussi. Voilà un exemple concret. Silver. Je reviens juste sur la visite de la villa. Le problème, c'est pas tant que la villa, elle consomme mieux, c'est la quantité qu'elle consomme. Parce que pour l'État, la réalité, c'est que ça lui coûte toujours autant. Que ce soit 40 kWh consommés sur toute la journée ou 40 kWh consommés en pic, pour l'État, c'est 40 kWh à rembourser quand même. On est d'accord. Donc c'est ça la problématique. C'est cette visite qui est problématique parce que c'est la quantité d'électricité qui est consommée qui est problématique. C'est pour ça que je préconisais qu'effectivement pour cette maison soit aussi équipée de panneaux solaires, mais ce n'était pas le but de la présentation. En fait, si tu veux, la conséquence est là. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. En fait, Maxime, le problème, si tu veux, c'est que l'objectif, quand on reçoit l'État, c'est pas que l'État s'adapte à la vision qu'on veut leur montrer, c'est que nous, on leur montre aussi vers où ils veulent tendre. Et aujourd'hui, l'Europe, la métropole, la Guadeloupe, ont un programme de sortir des énergies carbonées. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir de l'énergie renouvelable, c'est de sortir de cette énergie thermique. Donc si la Creux se pointe à Saint-Barth, il faut les amener dans une villa où il y a un max de panneaux solaires d'énergie renouvelable. Pas une villa comme ça, en fait. C'est là où je pense que le choix a été mauvais. Voilà. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui en est sorti ? Ça a découlé du fait que les villas locales, elles consomment énormément d'énergie, ils mettent même pas d'énergie renouvelable alors qu'ils peuvent en mettre beaucoup plus que chez nous. Et c'est le consommateur, enfin le métropolitain qui paye ce delta. Voilà. Donc ça a été une erreur stratégique. C'est un fait. Après, n'enlevant pas non plus toute capacité de réflexion à Madame Wargon et ne limitons pas son analyse au simple fait, même si je pense qu'on partage certaines choses. Mais ne mettons pas tout sur le dos d'une je t'en prie, continue. Mais donc, pour finir... elle n'a pas besoin de venir à Saint-Barth pour voir des panneaux solaires. Non, mais justement, si on montre un exemple de villa modèle à Saint-Barth, on va montrer un exemple de villa qui intègre de l'énergie renouvelable, qui monte des équipements à 3+, qui montre une bonne isolation, enfin, qui va dans ce sens-là. C'est l'objectif. Donc, la deuxième chose sur laquelle je veux venir, en fait, la réflexion qu'on a aujourd'hui, le débat qu'on a là pour cette convention, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'on veut 2 groupes supplémentaires. Voilà. Donc déjà, ça veut dire qu'on dit on a une capacité de production aujourd'hui et on veut prévoir une production plus importante avec de l'énergie fossile. Donc on veut avoir ces 2 groupes supplémentaires. Je te coupe juste, Rudy. C'est pas 2 groupes supplémentaires. C'est de dire on installe une usine neuve, on installe l'intégralité des groupes nécessaires et on anticipe simplement le remplacement de 2 groupes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on arrive dans cette négociation et pourquoi il y a des inquiétudes de certains par rapport au coût, le coût, c'est parce qu'on veut 2 groupes supplémentaires de ce que l'État veut nous donner. L'État veut nous donner 4 groupes, on veut 2 groupes supplémentaires. Donc ça, ils nous disent, vous en voulez plus pour produire plus, on paye. La deuxième sujet, c'est la péréquation tarifaire. C'est qu'on veut sauver cette péréquation tarifaire. Et là, tout à l'heure, on parlait de sous. Quand je regarde les données, les chiffres qu'ils ont donnés, la péréquation tarifaire sur 25 ans, c'est plus de 600 millions d'euros
qu'on sauve si on garde cette péréquation tarifaire avec les montants qu'ils acceptent de prendre en charge. Si on dépasse, ben on dépasse. Mais en tout cas, on sauve ça. Voilà. Donc, pour finir, moi, par rapport à la logique, je pense, européenne, métropolitaine, guadeloupéenne, ou voilà, que sais-je, des territoires, en tout cas français, c'est de sortir de l'énergie fossile. Donc, si ils acceptent que cette centrale EDF fonctionne avec les plus que 4 moteurs qu'on avait prévus, donc c'est 2 supplémentaires, eh ben, ils mettent des garde-fous en disant, oui, mais vous allez avoir quand même une dynamique de diminution de votre consommation de la production faite avec l'énergie fossile. Donc là, c'est pour ça qu'ils nous poussent à avancer vers un mix énergétique. Voilà, donc on est tous inquiets là-dessus en disant, est-ce qu'on va y arriver? Si on n'arrive pas, ça nous coûtera plus cher, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Mais en fin de compte, si on réfléchit à l'avenir pour nos enfants ou nos petits-enfants, eh ben, il faut qu'on sorte de cette énergie fossile parce que peut-être que nos petits-enfants, si on ne développe pas de l'énergie renouvelable et du mix énergétique, eh ben, en fait, ils auront peut-être plus d'énergie parce qu'en fait, le pétrole n'existera peut-être plus et qu'on ne pourra plus avoir de pétrole ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, ils mettent un garde-fou pour nous pousser à avancer vers cette transition énergétique et à sortir de l'énergie fossile. Et ça, en fin de compte, c'est pas la peine de se poser la question. C'est l'avenir, en fait. Donc, si on veut un avenir pour nos enfants, il faut qu'on développe des énergies renouvelables. Donc, il y a le solaire qui est déjà en place. Maxime, il a travaillé dessus. La nouvelle collectivité a travaillé dessus. Ça avance. Ça, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut du mix énergétique. Donc, on ne peut pas faire que du photovoltaïque. Donc, il faut aussi qu'on ait des actions de développement d'énergie renouvelable autres. Donc, on recherche l'énergie holomotrice, travailler sur le partage des batteries des véhicules électriques. Donc, il faut en fait qu'on avance. Et en fait, là, l'État nous dit, voilà, on reconstruit cette centrale thermique avec 6 groupes de 8 mégawatts. C'est bien, ça vous donne une sécurité, mais c'est pas votre objectif final pour l'avenir de vos petits-enfants, c'est de développer l'énergie renouvelable. Donc, on va mettre des garde-fous pour être sûr que vous avanciez dans le bon sens. Voilà. Et donc, pour moi, en tout cas, qui travaille dans l'énergie depuis un certain temps, le bon sens pour l'avenir à long terme, c'est un développement du mix énergétique et une sortie petit à petit de cette énergie fossile. Et là, à 25 ans, ils nous demandent de sortir à 25%. Voilà. Bon. Non, mais je confirme, et voilà, moi je crois alors d'une qu'on peut avoir une autre formule que celle-là, mais je crois que même cette formule, on est capable de travailler aujourd'hui pour rentrer dans ce cadre-là et limiter le risque qu'il y aurait. Et juste pour finir, notre inquiétude de la péréquation tarifaire, parce que là on s'inquiète en disant « oui, mais si on consomme plus que les 140 gigawatts, on va payer plus cher ». Mais allez voir à Sint-Maarten, c'est ce qu'ils payent aujourd'hui. Allez voir dans les îles anglaises autour, ils payent déjà le prix réel en fait. Et donc nous, Saint-Barth, qui au final, quand on regarde dans les Antilles, on est le territoire où les gens sont le mieux payés. Hein, faut pas se voiler la face. Hein. On regarde le coût horaire de paye dans toutes les Antilles. Voilà, on est quand même très très bien. On paye moins cher qu'eux. Et on s'inquiète parce qu'on dit, bon, si on dépasse les 140 gigawattheures, on va payer notre énergie plus cher. Ben, ouais, mais bon, je pense qu'au final, c'est pas si mal quand même. Voilà. Merci pour ces précisions, Francius. Oui, merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux auditeurs qui nous écoutent également. Donc, on l'a tous relevé tout à l'heure au travers des échanges qui se sont succédés. Il y a effectivement l'urgence de traiter ce dossier un petit peu, on va dire, à la dernière minute. D'ailleurs, je remercie le CESE pour le rapport qui nous a été donné, l'avis, qui est arrivé tardivement, mais qui permet effectivement d'avoir aussi leur opinion sur ce sujet, qui est un sujet essentiel à l'île. Donc, le sénateur Micheline Jacques a évoqué pas mal de choses. Donc, elle a expliqué le mécanisme de l'élaboration de cette convention et plus clairement la péréquation tarifaire, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, qui est quand même la chose la plus importante, à mon sens. Nous avons effectivement ce soir la responsabilité de signer ou de ne pas signer cette convention qui engage effectivement l'île sur 25 ans, mais aussi qui sécurise des choses pour les habitants de cette île. Alors moi, je pense qu'il est nécessaire, puisque là, on discute entre nous, entre Sylvain, Rudy, donc nous tous autour de cette table, tout élus que nous sommes, nous devons travailler en tout cas sur cette convention qui n'est pas figée
et de la faire évoluer en fonction effectivement du mécanisme et des choses qu'on souhaite mettre en place sur le territoire. Toujours est-il qu'il est effectivement prévu à ce que la collectivité encourage à ce que les habitants de l'île investissent dans tout ce qui est panneaux solaires, voire à réduire leur empreinte sur le réseau. Par contre, je ne partage pas effectivement les commentaires de Maxime Dessouche sur ce qu'il nous a évoqué, en tout cas de ce qu'il nous a fait, de ce qu'il nous a relaté, puisqu'effectivement, Monsieur le Président a clairement dit qu'il pourrait sous-entendre qu'on fait un chèque en blanc. Pas du tout. Je pense que les choses, il y a eu des discussions, donc il faut qu'on fasse encore évoluer les choses, mais il n'est pas question en fait de dire OK, on vous fait un chèque et vous mettez le montant. Donc là n'est pas la solution, en tout cas, ni pour nous, ça serait une très très mauvaise chose. En tout cas, je remercie et je vois qu'ils sont nombreux ce soir, les agents d'EDF, à être présents ce soir, ce qui montre un attachement déjà à leur outil de travail, mais aussi à l'avenir de l'île sur les ressources, la ressource essentielle de production que génère EDF. Et qu'au travers de leur présence, ils souhaitent aussi connaître le choix qui sera fait ce soir au travers de notre vote. En tout cas, moi, je voterai favorablement pour la signature de cette convention. Merci, Monsieur le Président. Merci, François. Juste une précision, en fonction des articles 4, 12, 10 et 16, tu as des chiffres à donner? Parce que moi, on n'a pas les chiffres. Ah non, je n'ai pas le chiffre à donner. Donc c'est bien un chèque en blanc, ok. Non, c'est quand même un sous-entendu. Après, effectivement, Xavier l'a dit. On n'a pas dans les documents qui nous sont donnés de chiffres, mais clairement... Donc tu te contredis en disant qu'aujourd'hui tu sais ce que tu signes, mais moi je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui les élus autour de cette table n'ont pas cette information. Ce sont des discussions qui ont eu lieu lors des réunions. Mais, pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie de la convention? Elles n'y sont pas dedans. Parce que c'est une convention cadre. Et à toutes fins utiles, parce qu'on parle beaucoup des agents EDF, je tiens quand même à préciser, parce que j'ai pu entendre dire ça et là, que les agents d'EDF seraient intéressés uniquement pour le fait que le projet leur permettrait de gagner plus d'argent. Bon, je pense que c'est pas les métiers qui sont forcément les mieux payés. Donc, si vous étiez mieux payé, ça serait pas une mauvaise chose. De deux, il y a absolument rien d'acté sur l'évolution d'EDF et du statut des agents EDF sur Saint-Barthélemy. Donc on est bien sur des questions d'énergie et de transition énergétique et de maîtrise et de projection. Désolé si j'ai annoncé qu'il n'y avait pas d'accord de quoi que ce soit pour revoir les salaires des agents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Bon, eh bien si on a fait le tour, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Donc avec 13 pour, 4 contre et 2 abstentions, le point est adopté. Et donc la convention sera signée d'ici jeudi pour respecter les délais du 31. Écoutez, merci à tous pour votre présence. Merci aussi pour la tenue du débat, parce que c'est vrai qu'on peut souvent se fâcher et autres, et c'est agréable de voir un débat qui reste sur le fond. Donc merci pour la tenue de cette réunion et bonne soirée à tous.